Au cours des dernières années de la guerre, des milliers de femmes ont été déportées par train vers les camps de concentration. En descendant, elles étaient immédiatement séparées et classées en l'espace de quelques secondes. La présence d'un enfant, une grossesse ou simplement l'âge suffisait à décider qui vivait et qui mourait. Le régime voyait en elles quelque chose de plus que des prisonnières. Il considérait que leur capacité de donner la vie était une menace pour les plans de pureté raciale. C'est pourquoi elles sont devenues un objectif direct au sein de la machine du Reich. Elles n'étaient pas seulement des noms sur des listes interminables. Elles étaient le centre d'une stratégie calculée pour effacer des communautés entières. Comment son destin a-t-il été décidé avec tant de froideur? Pourquoi la maternité est-elle devenue une condamnation? Quels secrets restent cachés sur le rôle des femmes dans les camps nazis? Le jugement de la pureté, vie ou mort dans la première sélection. Dès les premières années du régime national-socialiste, la politique envers les femmes a été définie non seulement au niveau idéologique, mais aussi administratif. La vision officielle établissait une division claire entre celles considérées comme précieuses pour la construction du projet racial allemand et celles identifiées comme une menace pour la pureté ethnique, qui devaient être contrôlées, stérilisées ou éliminées. Cette distinction ne demeura pas sur le terrain de la propagande, mais fut traduite en dispositions concrètes qui déterminèrent la vie et le destin de millions. L'idéal féminin promu par le régime plaçait la femme allemande au centre d'une fonction reproductive directement liée aux intérêts démographiques du Reich. On s'attendait à ce qu'elle produise de nombreux enfants, conçus comme de futurs soldats et citoyennes aryennes au service d'un empire en expansion. En opposition à cette image, les femmes juives, roms, slaves et appartenant à des groupes classés comme asociaux étaient présentées comme un danger démographique. Leur capacité à assurer la continuité des communautés persécutées était interprétée comme une menace qui devait être neutralisée à partir de sa racine biologique. L'administration nazie considérait que les femmes jouaient un rôle encore plus déterminant que les hommes dans la persistance des groupes persécutés. Dans les documents internes des bureaux du parti et des Schutzstaffel, l'idée selon laquelle couper la capacité reproductive féminine équivalait à désarticuler l'avenir même de ces communautés était répétée. Pour cette raison, les déportations de femmes ont acquis un caractère stratégique. Il ne s'agissait pas uniquement de représailles ou de contrôle social, mais d'un mécanisme pour altérer de manière irréversible la carte démographique de l'Europe. Le transfert de femmes vers les camps a été organisé par une procédure logistique uniforme. Depuis les ghettos, les prisons et les centres de détention temporaires, elles étaient conduites vers des gares ferroviaires sélectionnées pour les embarquements massifs. Le transport s'effectuait dans des wagons de marchandises conçus pour les animaux, adaptés sans conditions de ventilation, d'hygiène ou de repos de base. Le surpeuplement extrême, ainsi que l'absence d'eau et de nourriture suffisante, n'étaient pas le résultat de l'improvisation, mais une mesure calculée permettant de déplacer de grandes quantités de personnes avec un coût minimal. Dans ces déplacements, on ne faisait pas de différence entre les hommes et les femmes, sauf sur un point. Les mères avec de jeunes enfants restaient ensemble. Cette décision, apparemment secondaire, aurait des conséquences directes sur les classifications ultérieures dans les camps. Après des jours de voyage, les arrivées dans des installations comme Auschwitz-Birkenau, Chelmenau, Sobibor ou Majdanek activaient un système de sélection conçu avec une précision administrative. Les groupes étaient immédiatement séparés, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. La division par sexe et par âge constituait la première étape d'un engrenage bureaucratique soigneusement perfectionné. Les femmes étaient soumises à des évaluations rapides réalisées par des officiers de la Schutzstaffel, dans de nombreux cas des médecins ou des superviseurs formés. Chaque examen ne durait que quelques secondes, mais ces résultats déterminaient immédiatement le destin final, le travail forcé ou l'extermination directe. La rapidité de la procédure était considérée comme essentielle pour éviter les accumulations dans les zones de débarquement et maintenir le flux de prisonniers conformément au plan logistique du camp. Les critères de classification répondaient à des paramètres établis dans des directives internes. L'âge servait de premier filtre. Les femmes jeunes, apparemment saines et fortes, étaient dirigées vers les commandos de travail. En revanche, celles qui dépassaient un seuil d'environ 40 ans de vie ou qui montraient des signes évidents d'usure physique
étaient écartés pour leur élimination immédiate. Cette limite n'était pas rigide et pouvait varier en fonction des besoins de main-d'œuvre du camp. En période de forte demande de main-d'œuvre, la tranche d'âge était élargie pour admettre plus de femmes. En phase de moindre besoin, elle était réduite pour ne concentrer que sur les plus jeunes et résistantes. L'état physique était évalué de manière superficielle, mais avec une méthode constante. Les officiers observaient la complexion, la posture, l'énergie apparente et tout signe visible de maladie ou d'incapacité. Les femmes qui donnaient l'impression de force étaient assignées au travail. Celles qui montraient une faiblesse ou une incapacité étaient exclues sans plus de considération. La grossesse constituait un critère d'exclusion presque automatique du système de travail. Les femmes enceintes étaient considérées comme un fardeau sans utilité productive, et dans la plupart des cas, elles étaient envoyées directement dans les groupes destinés à l'extermination. Si l'état de grossesse passait inaperçu lors de la sélection initiale, la femme pouvait être admise temporairement, mais une fois découverte, elle était retirée sans exception. La logique était double. D'une part, l'impossibilité de satisfaire aux exigences physiques, d'autre part, la détermination d'empêcher la continuité de la descendance des groupes persécutés. La présence de jeunes enfants influait également sur les décisions immédiates. Les mères qui arrivaient accompagnées d'enfants étaient systématiquement classées comme inaptes au travail. Les enfants n'avaient pas de valeur productive et leur séparation des mères compliquait l'administration. En pratique, la majorité des mères avec enfants étaient envoyées directement au groupe d'extermination. Cette procédure a significativement affecté les chiffres de survie féminine, car une grande partie des femmes déportées voyageaient avec leurs enfants. La sélection initiale faisait partie d'un système de contrôle plus large. Les officiers de transport remettaient des listes détaillées des prisonniers transférés. Après les sélections, des rapports spécifiques étaient élaborés pour distinguer combien de femmes avaient été admises pour le travail et combien avaient été éliminées. Ces rapports circulaient dans la hiérarchie administrative des Schutzstaffel et servaient à ajuster la planification générale de la main-d'œuvre et de la capacité d'extermination. Les registres statistiques sont devenus des outils essentiels. Ils calculaient les pourcentages de femmes admises ou éliminées et analysaient des tendances qui permettaient d'améliorer l'efficacité du système. Cette information était utilisée non seulement au niveau du terrain, mais aussi dans les bureaux centraux qui cherchaient à coordonner de manière uniforme l'effort répressif dans toute l'Europe occupée. Dans les centres de transit précédents, situés dans diverses localités, des filtres préliminaires étaient également appliqués. Là, les femmes âgées, avec des handicaps graves ou en état critique, étaient éliminées avant d'être envoyées vers les camps principaux. Ainsi, les charges logistiques étaient réduites et on s'assurait que les transports arrivaient avec une proportion plus élevée de prisonniers considérés comme utilisables. Les calculs d'admission et d'extermination montrent l'ampleur du processus. Dans des lieux comme Auschwitz-Birkenau, la majorité des femmes déportées étaient envoyées directement aux installations d'extermination après la sélection initiale. Seule une minorité réduite passait au système de travail forcé, ce qui reflète le poids du critère racial et idéologique par rapport à l'intérêt économique. Dans les ghettos, les liquidations massives suivaient un schéma similaire. Les femmes avec enfants étaient immédiatement conduites vers les trains d'extermination, tandis que les jeunes femmes célibataires pouvaient être retenues pour des tâches temporaires à l'intérieur des ghettos ou transférées ultérieurement vers des camps de travail. Ce schéma, reproduit dans de nombreuses villes de Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie et d'autres territoires occupés, confirme l'existence d'une politique uniforme, appliquée avec des méthodes administratives cohérentes et prévisibles. La classification des femmes dans les camps n'était pas un acte isolé, mais le premier maillon d'un rouage bureaucratique plus vaste. Chaque décision initiale était liée à des objectifs démographiques, idéologiques et économiques. Les variables appliquées, âge, conditions physiques, grossesse et présence de jeunes enfants, définissaient avec précision la vie ou la mort en quelques secondes. Ces pratiques, répétées avec exactitude dans chaque convoi, ont formé une structure de contrôle qui combinait la logique de l'administration moderne avec les objectifs génocidaires du régime. Loin de se conclure à ce moment-là, la chaîne de décision venait à peine de commencer dans la sélection initiale. Ce qui se passait après ce premier filtre
marquerait les étapes suivantes d'exploitation, de transfert ou d'élimination, qui constitueraient l'un des chapitres suivants de ce processus systématique. Le royaume surveillé, pouvoir et soumission dans les champs féminins. Les secteurs destinés aux femmes dans le système concentrationnaire national socialiste, administrativement appelé Frauenlager, ont été conçus comme des espaces différenciés où des mécanismes de contrôle spécifiques étaient appliqués. Ils ne fonctionnaient pas comme des entités autonomes, mais comme des parties intégrées dans la structure générale de chaque camp. Leur conception répondait à la fois à des besoins pratiques d'organisation et à l'intention idéologique de maintenir une stricte ségrégation sexuelle, considérée par le régime comme indispensable pour soutenir l'ordre racial et social imposé. Dans des complexes comme Auschwitz-Birkenau, les secteurs féminins étaient configurés comme des zones avec leurs propres blocs d'hébergement soumis à la supervision d'officiers des Schutzstaffel et de personnel féminin spécialement formés. Ravensbrück, par contre, a été établi dès son origine comme un camp destiné presque exclusivement aux femmes, ce qui a permis de développer un modèle organisationnel qui serait ensuite reproduit dans d'autres installations de grande envergure, notamment Majdanek et certains secteurs de Dachau et Buchenwald. L'administration des Frauenlager suivait un schéma hiérarchique pyramidal. Le commandant du camp, toujours un officier des Schutzstaffel, était l'autorité suprême. De lui dépendait la supervision générale des secteurs féminins, bien que la coordination immédiate incombât à une figure centrale, la Oberaufseherin. Cette superviseur principale faisait le lien entre l'administration masculine du camp et le personnel féminin chargé de la surveillance directe. Sa fonction englobait la mise en œuvre des ordres, l'organisation des gardes et la rédaction de rapports périodiques sur l'état du secteur. Au niveau intermédiaire se trouvaient les Aufseherinnen, gardiennes recrutées et formées pour remplir des fonctions de garde et de discipline. Elles provenaient souvent de milieux civils. Bien qu'après une brève formation, elles recevaient la formation de base en procédure de contrôle carcéral. Parmi leurs responsabilités figurait la surveillance des baraquements, la supervision des comptages et des formations, et la transmission des ordres de l'administration supérieure. La structure était conçue pour que ces gardiennes exercent un contrôle constant, tant dans les espaces de logement que dans les transferts internes vers les zones de travail ou zones administratives. L'échelon le plus bas de la hiérarchie formelle était occupé par des prisonnières désignées comme kapos ou blockeltest, sélectionnées directement par l'administration du camp. Ces femmes étaient choisies en fonction de leur ancienneté, de leur discipline et de leur capacité à imposer l'ordre sur d'autres détenus. Leur tâche était de maintenir la discipline dans les baraquements, d'organiser les groupes pour les comptages et de s'assurer que les règles de base de propreté et d'organisation étaient respectées. Pour consolider leur position, elles recevaient de petits privilèges, des rations légèrement supérieures, un accès restreint à des articles interdits ou de meilleures conditions de logement. Ces bénéfices n'éliminaient pas leurs conditions de prisonnières, mais servaient d'incitation pour garantir leur collaboration avec la structure de contrôle. La vie quotidienne dans les Frauenlager était régie par des règlements stricts, élaborés à partir des règlements généraux des Schutzstaffel et adaptés à la population féminine. La journée commençait par le réveil, suivi immédiatement par le comptage matinal. Ces comptages, appelés appels, se répétaient aussi au crépuscule et pouvaient se prolonger pendant des heures si le nombre de prisonnières ne correspondait pas aux enregistrements. L'exactitude des chiffres était considérée comme essentielle et toute divergence devait être corrigée avant de permettre aux prisonnières de retourner dans leur baraquement. Le système disciplinaire était également réglementé. Les infractions les plus courantes étaient la désobéissance aux ordres, l'absence non justifiée au compte, le désordre dans les couchettes et le non-respect des règles de propreté. Les sanctions pouvaient varier en intensité, allant des châtiments corporels à la privation de nourriture ou au transfert vers des unités de punition. Toutes les mesures devaient être enregistrées et, dans les cas les plus graves, nécessitaient l'autorisation de l'Oberaufseherin ou même de l'administration centrale du camp. L'organisation spatiale des secteurs féminins n'était pas fortuite. Les baraquements étaient alignés de manière à faciliter la surveillance depuis des points stratégiques, tandis que les accès demeuraient sous garde permanente. Tout mouvement entre les zones nécessitait une autorisation explicite et était enregistré sur des listes officielles.
L'administration cherchait à garantir que chaque prisonnière soit localisée à tout moment, ce qui renforçait le caractère bureaucratique du système. Les règlements internes arrivaient à réguler des aspects minutieux, horaires des repas, périodes de silence nocturne, disposition des couchettes et même la posture lors des décomptes. Ces normes ne visaient pas seulement à maintenir l'ordre, mais aussi à standardiser le comportement de milliers de prisonnières, réduisant au minimum les possibilités de désobéissance collective. La régularité stricte était considérée comme un mécanisme de contrôle en soi. La surveillance ne se limitait pas au moment de comptage ou à la vie dans les baraquements. Les Officerinnen accompagnaient les groupes lors des déplacements vers les lieux de travail, observaient le respect des ordres et signalaient tout comportement jugé irrégulier. La présence constante de ces gardiennes visait à garantir que la structure hiérarchique fonctionne sans interruption, évitant ainsi la nécessité d'intervention directe de l'administration masculine au quotidien. Le rôle des capots s'avérait essentiel dans cette stratégie. En déléguant une partie du contrôle aux prisonnières désignées, l'administration parvenait à multiplier sa capacité de surveillance, sans avoir besoin d'augmenter de manière significative le nombre de gardiennes. Cette méthode réduisait les coûts et renforçait la verticalité de la chaîne de commandement. Chaque prisonnière ordinaire répondait non seulement devant la garde, mais aussi devant les capots responsables de son bloc. Dans les grands camps comme Auschwitz-Birkenau, où les secteurs féminins pouvaient accueillir des dizaines de milliers de femmes, cette organisation hiérarchique était indispensable. Les ordres descendaient du commandant jusqu'à l'Oberaufseherin, de là aux Aufseherinnen et enfin aux Kapos, qui les transmettaient aux prisonnières communes. Le système créait une chaîne de responsabilité continue dans laquelle chaque niveau devait rendre des comptes à son supérieur immédiat. Les registres administratifs jouaient un rôle central dans cet enjeu. Chaque prisonnière était identifiée par un numéro de matricule associé à son bloc et à son unité de travail. Ces données étaient mises à jour lors des comptes et utilisées pour organiser les transferts, planifier les affectations de travail et appliquer des sanctions. L'exactitude était fondamentale, et toute erreur devait être corrigée rapidement pour éviter des défaillances dans la chaîne administrative. Les inspections inopinées constituaient un autre outil de contrôle. Réalisées par les gardiennes ou par des officiers de rang supérieur, elles vérifiaient la propreté, l'ordre des couchettes et le respect des règles établies. Toute irrégularité était consignée dans des rapports officiels et pouvait entraîner des sanctions pour les prisonnières responsables, ainsi que pour les capots, ce qui renforçait la pression sur la discipline collective. L'administration du secteur féminin dépendait de la coordination constante entre différents niveaux de commandement. La superviseure principale devait répondre aux exigences de productivité du travail sur le terrain, tandis que les Aufseherinnen se chargeaient d'appliquer de manière stricte les normes quotidiennes. Les Kapos, dans un rôle ambigu, oscillaient entre l'obéissance envers l'administration et les tensions découlant de leur cohabitation avec les prisonnières de droit commun. Ce réseau complexe de responsabilités rendait possible l'exercice ininterrompu du contrôle dans chaque aspect de la vie quotidienne. Ce modèle d'organisation a consolidé les Frauenlager comme des pièces essentielles au sein du système concentrationnaire. Loin d'être de simples espaces d'hébergement, ils ont fonctionné comme des unités administratives parfaitement intégrées dans la machine de contrôle national socialiste, où chaque règle, chaque hiérarchie et chaque registre jouaient un rôle défini dans la préservation de l'ordre imposé. La manière dont cet ensemble se connectait avec le régime de travail forcé et avec les opérations d'extermination sera la prochaine étape dans la compréhension de ce système. La machinerie vorace, corps consumé par le Reich. L'intégration des femmes prisonnières dans l'économie du Troisième Reich s'est consolidée comme un mécanisme central de l'effort de guerre allemand. Le système d'exploitation du travail ne s'est pas limité à l'entretien interne des camps, mais s'est étendu à un large réseau d'industries stratégiques, allant de la production d'armement à l'agriculture. Chaque contingent féminin était distribué selon un schéma administratif planifié, qui combinait des critères physiques et opérationnels avec des contrats établis entre les Schutzstaffel et des entreprises privées. L'affectation au travail commençait immédiatement après l'enregistrement dans les camps.
Les femmes classées comme aptes étaient distribuées dans des commandos spécifiques en fonction de leurs conditions apparentes, de la demande locale et de la disponibilité des installations productives. Une partie significative était destinée à des tâches internes indispensables pour soutenir le fonctionnement quotidien des camps. Celles-ci incluaient le nettoyage des baraquements, la préparation des repas, le lavage des uniformes et des vêtements, l'entretien des latrines et d'autres travaux d'infrastructure de base. Ces tâches, bien qu'elles ne contribuaient pas directement à la production de guerre, permettaient de libérer d'autres groupes de prisonniers pour des activités considérées comme ayant une rentabilité économique plus élevée. L'intégration dans l'industrie militaire représentait une étape supplémentaire dans l'exploitation systématique. Des milliers de femmes prisonnières ont été employées dans des usines de munitions, des ateliers d'assemblage de composants d'armes, de confection d'uniformes et de réparation d'équipements. Le travail forcé répondait à la pénurie croissante de main-d'œuvre allemande, conséquence de la mobilisation massive d'hommes vers le front. Les prisonnières ont comblé ce vide, devenant une ressource humaine essentielle pour soutenir la production d'armement. Le secteur textile a également absorbé de grands contingents de femmes. Elles se consacraient à la confection d'uniformes militaires, de couvertures, de sacs à dos et d'autres fournitures fabriquées avec du tissu. L'expérience préalable de nombreuses prisonnières dans les travaux de couture a été exploitée pour accroître la production dans un secteur qui demandait de la dextérité manuelle et de la continuité. En parallèle, d'autres étaient envoyées dans le bâtiment où elles effectuaient des tâches de transport de matériaux, de creusement de tranchées, de montage de murs et de construction d'installations militaires. Ces activités impliquaient une usure physique beaucoup plus sévère, avec des taux de mortalité au travail plus élevés que dans d'autres secteurs. L'agriculture constituait une autre destination commune. Dans des fermes proches des champs, les prisonnières travaillaient à la culture des céréales et des légumes, ainsi qu'à l'élevage du bétail. La production agricole assurait l'approvisionnement tant des camps que des unités militaires déployées dans différentes régions. L'administration utilisait cette main-d'œuvre pour maintenir un niveau minimum d'autosuffisance alimentaire dans les territoires occupés. Le lien avec l'industrie privée a été formalisé à travers des contrats. Les entreprises demandaient des contingents de femmes, spécifiant la quantité nécessaire, le type de travail et la durée du service. En échange, les Schutzstaffel recevaient des paiements quotidiens pour chaque ouvrière employée. Ce modèle transformait les camps en fournisseurs réguliers de main-d'œuvre forcée, générant des revenus constants pour l'organisation et garantissant aux entreprises une source abondante de personnel à bas coût. De grands consortiums industriels allemands comme IG Farben, Siemens et Krupp ont établi des installations à proximité des camps de concentration. Ces usines étaient conçues pour fonctionner en étroite collaboration avec les secteurs de prisonniers, ce qui assurait la disponibilité immédiate des travailleuses. Un exemple en est le complexe industriel d'IG Farben à Auschwitz-Monowitz, où des milliers de femmes ont participé tant à la construction d'installations chimiques qu'à leur exploitation. Là-bas, des matériaux stratégiques comme le caoutchouc synthétique et les combustibles destinés à soutenir la guerre étaient produits. Les accords contractuels prenaient en compte non seulement le nombre de travailleuses, mais aussi des paramètres de productivité. Les entreprises envoyaient des rapports périodiques à l'administration des Schutzstaffel, détaillant le volume de production atteint et les pièces fabriquées. Ces rapports étaient utilisés pour ajuster les quotas de travail, redistribuer les prisonnières et évaluer l'efficacité des différents groupes. De cette manière, l'administration contrôlait non seulement la quantité de main-d'œuvre, mais aussi la rentabilité de chaque contingent. L'organisation logistique de ces opérations nécessitait une coordination constante. Les prisonnières étaient retransférées en colonne des baraques aux usines, ateliers ou exploitations agricoles, sur des parcours pouvant s'étendre sur plusieurs kilomètres sous surveillance armée. Aux longues heures de travail s'ajoutait le temps de déplacement, ce qui étendait la journée bien au-delà des 10 heures habituelles. La rotation du personnel répondait à la variation de la demande. Lorsqu'une installation réduisait son besoin de travailleuses, les Schutzstaffel réaffectaient des prisonnières vers d'autres usines ou secteurs agricoles. Ce système de redistribution était soutenu par des registres mis à jour, qui permettaient de calculer à tout moment combien de femmes pouvaient être mobilisées et vers quelle destination.
La mortalité au travail était considérée comme faisant partie du calcul opérationnel. Les rapports de productivité prenaient en compte des pourcentages de pertes dues à l'épuisement, aux accidents ou aux maladies. L'arrivée constante de nouveaux transports de prisonnières rendait inutile de prolonger la durée de vie utile de chaque travailleuse. Le système se maintenait grâce à des remplacements continus, dans un cycle permanent d'exploitation et d'épuisement. Les évaluations de performance comparaient la productivité de différents groupes et secteurs. Il a été observé que dans les activités nécessitant une précision manuelle, comme l'assemblage de petits composants ou la confection textile, les femmes parvenaient à maintenir des niveaux plus stables. En revanche, dans la construction et dans les travaux de forte intensité physique, les taux d'épuisement étaient notablement plus élevés. Ces observations étaient utilisées pour affiner les affectations et exploiter au maximum les capacités de chaque groupe. La documentation générée incluait également des registres financiers. Les paiements effectués par les entreprises étaient organisés en catégories selon le type de travail, spécialisé, semi-spécialisé ou non qualifié. Bien qu'un crédit nominal soit parfois inscrit au nom des prisonnières, celui-ci pouvait rarement être rendu effectif. Les bénéfices économiques étaient presque entièrement absorbés par les Schutzstaffel, ce qui consolidait le travail forcé comme une source de financement institutionnel. L'exploitation économique des femmes prisonnières remplissait plusieurs fonctions simultanées: fournir une main-d'œuvre abondante aux industries, libérer des travailleurs allemands pour le front, garantir des revenus constants aux Schutzstaffel et soutenir la production dans des secteurs stratégiques comme l'armement, le textile, la chimie et l'agriculture. Ce rouage a transformé les Frauenlager en nœuds non seulement de contrôle social, mais aussi d'intégration économique dans la machine du Reich. La manière dont ces dynamiques se sont combinées avec la sélection interne des prisonnières et avec les politiques d'extermination marquera la prochaine phase de cette analyse. L'expérience sans pitié, la science devenue bourreau. Le programme médico-eugénique du Troisième Reich a représenté l'application la plus systématique des théories raciales nazies dans le domaine de la pratique médicale. Ces expériences n'ont pas émergé de manière improvisée pendant la guerre, mais ont été l'extension directe des politiques initiées en 1933 avec la promulgation de la loi pour la prévention de la descendance avec maladies héréditaires. À partir de ce moment, la stérilisation forcée est devenue un outil légal qui avait déjà affecté des milliers de femmes en Allemagne avant le déclenchement du conflit. La guerre a permis de transférer ces pratiques aux camps de concentration, où les limites légales et éthiques qui pouvaient encore exister dans la société allemande ont été éliminées. L'objectif central de ces programmes était double. D'une part, développer des méthodes de stérilisation massive qui pourraient être appliquées rapidement et efficacement à des populations entières, évitant ainsi la nécessité de chirurgie prolongée et de ressources hospitalières étendues. D'autre part, générer un corpus de connaissances médicales qui soutiendrait les théories raciales du régime en intégrant les résultats dans un corpus scientifique officiel. Les femmes prisonnières sont devenues le matériel expérimental avec lequel on a tenté de perfectionner des procédures destinées au contrôle absolu de la reproduction. À Auschwitz-Birkenau, le Dr Karl Kloberg a dirigé l'un des projets les plus vastes de stérilisation chimique. Sa méthode consistait en l'application de solutions injectées directement dans l'utérus, dans le but de provoquer l'obstruction permanente des trompes de Fallope. Ces procédures étaient réalisées sans anesthésie, dans des conditions d'hygiène minimales et avec une rapidité qui visait à vérifier la viabilité d'appliquer la technique à grande échelle. Chaque prisonnière utilisée était enregistrée avec un numéro d'identification et les résultats étaient documentés dans des fiches médicales détaillant les réactions immédiates, les complications et les effets à long terme. En parallèle, le docteur Horst Schumann expérimentait la stérilisation par radiation. Dans des salles aménagées à l'intérieur du camp, équipées de machines à rayons X, les prisonnières étaient exposées à des doses calculées de radiation sur les ovaires et l'utérus. Le but était de détruire la capacité reproductive sans provoquer la mort immédiate, afin de pouvoir enregistrer les effets postérieurs. Les installations étaient conçues avec des systèmes de protection pour le personnel médical, mais pas pour les femmes soumises aux procédures. Les rapports résultants incluaient des mesures de dose, des temps d'exposition,
et des conséquences observées à différents délais. Les méthodes chirurgicales traditionnelles ont également fait l'objet d'essais systématiques. Des ligatures de trompe, des ablations d'ovaires et d'autres interventions gynécologiques ont été pratiquées dans des conditions intentionnellement défectueuses. Ces opérations servaient à la fois d'expérience sur la viabilité de la stérilisation en série et à la formation du personnel médical en formation. La mortalité élevée associée était enregistrée de manière statistique et les décès n'interrompaient pas la continuité du programme, mais étaient intégrés comme une donnée supplémentaire dans les évaluations. La grossesse a constitué un autre champ d'expérimentation. Des femmes enceintes étaient utilisées pour étudier le développement fœtal dans des conditions de malnutrition, de travaux forcés et de stress physique extrême. Parfois, on observait le progrès naturel de la grossesse jusqu'à des stades avancés pour documenter les effets de la privation alimentaire et les conditions du camp. Dans d'autres cas, on provoquait des avortements à différentes étapes afin d'analyser les tissus embryonnaires et fœtaux. Les nouveau-nés résultants étaient enregistrés, mesurés et, dans de nombreux cas, éliminés après avoir été soumis à des procédures expérimentales. Dans ce contexte, les programmes de Joseph Mengele ont acquis notoriété. Son principal objectif était les jumelles, utilisées pour comparer l'influence des facteurs génétiques et environnementaux. Ces fillettes étaient soumises à des mesures anthropométriques régulières, à des analyses de sang et à des examens médicaux répétitifs. Parfois, des substances chimiques étaient appliquées dans les yeux pour tenter de modifier leur couleur, où des composés différents étaient injectés à chacune pour comparer les réactions. Lorsque l'une d'entre elles mourait, l'autre était sacrifiée pour réaliser des études comparatives post-mortem. Tout le processus était enregistré dans des fiches techniques cherchant à établir des paramètres scientifiques sur l'hérédité et la reproduction. Les expériences sur les femmes dans les camps n'étaient pas des initiatives isolées de médecins individuels. Elles faisaient partie d'un système organisé, autorisé par l'administration centrale des Schutzstaffel et lié à des institutions scientifiques allemandes. L'Institut Kaiser Wilhelm et d'autres entités collaboraient de manière indirecte, recevant des résultats, des échantillons biologiques ou des rapports techniques. Ces liens assuraient que les découvertes soient intégrées dans la recherche médicale officielle du Reich. La documentation produite était étendue. Les médecins élaboraient des protocoles qui spécifiaient substances, doses et procédures, attribuaient des numéros d'identification aux prisonnières et enregistraient les résultats à l'aide de tableaux, de graphiques et de photographies. Le langage employé dans ces documents était technique et statistique, présentant les prisonnières uniquement comme du matériel expérimental. La dépersonnalisation était délibérée et cohérente avec la logique administrative du système. Vers la fin de la guerre, une partie de cette documentation a été détruite par les autorités nazies elles-mêmes pour cacher l'ampleur des expériences. Cependant, les archives qui ont survécu, ainsi que les témoignages recueillis lors des procès ultérieurs, permettent de reconstituer l'étendue de ces programmes. Les rapports médicaux étaient à se présenter lors de conférences, circulaient entre différents bureaux des Schutzstaffel et dans certains cas étaient publiés dans des revues scientifiques sous contrôle de l'État, consolidant ainsi la connexion entre l'appareil répressif et la communauté scientifique officielle. Le programme médico-eugénique appliqué aux femmes prisonnières s'est développé comme une stratégie de contrôle démographique qui combinait stérilisation chimique, radiologique et chirurgicale avec des recherches sur les grossesses, les nouveau-nés et les jumelles. Ces pratiques ont été conçues pour générer des méthodes d'application massive, soutenues par une prétendue base scientifique qui justifierait les politiques raciales du régime. La place qu'occupèrent ces expériences dans l'engrenage général du système concentrationnaire révèle la façon dont l'idéologie et la médecine se sont entrelacées dans un projet d'extermination qui n'avait pas encore atteint ses dernières phases. La viande réglementée, sexualité au service du pouvoir. En 1942, Heinrich Himmler a émis un ordre officiel établissant la création de bordels à l'intérieur des camps de concentration. Ces espaces, dénommés administrativement Lagerbordel, ne sont pas issus de pratiques informelles, mais font partie d'une politique institutionnelle définie par les Schutzstaffel. La sexualité a été incorporée comme un élément régulé et administré sous des paramètres bureaucratiques
transformant le corps féminin en une ressource fonctionnelle pour les objectifs de contrôle et de discipline du système concentrationnaire. L'instauration de ces bordels répondait à des objectifs précis. Le premier consistait à encourager la productivité du travail, en offrant un accès réglementé à des services sexuels comme récompense à certains prisonniers considérés comme précieux pour l'effort économique du Reich. Le second visait à renforcer les hiérarchies internes en octroyant des privilèges différenciés qui assuraient l'obéissance, la collaboration et la discipline générale. La sexualité, de cette manière, était subordonnée à la logique de gestion interne des camps. La sélection des femmes pour les bordels était un processus systématique et obligatoire. Il n'existait aucune forme de volontariat dans l'affectation. L'administration décidait quelles prisonnières seraient transférées à cette fonction. Ravensbrück est devenu le principal centre de recrutement féminin, d'où des femmes étaient dérivées vers Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Mauthausen et d'autres camps. Le critère de sélection priorisait les femmes jeunes, apparemment en bonne santé et sans signe visible de maladie, qui avaient démontré une certaine résistance aux conditions de détention. Avant d'être incorporées, les sélectionnés devaient subir des examens médicaux obligatoires qui comprenaient des examens gynécologiques, des analyses sanguines et des tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Seules celles qui réussissaient ces examens étaient admises. L'administration conservait des dossiers individuels avec les résultats de chaque examen, ce qui permettait un contrôle sanitaire constant. Les femmes présentant des infections étaient écartées temporairement ou définitivement selon le diagnostic. Le fonctionnement des lagerbordels était réglementé par des instructions administratives spécifiques. Des horaires d'ouverture étaient établis, généralement dans l'après-midi et le week-end, avec une durée maximale de 15 minutes par rencontre. Les prisonniers autorisés devaient présenter un coupon valide délivré par l'administration du camp et se enregistrer dans un système de contrôle. L'accès était limité à certaines catégories. Travailleurs productifs, prisonniers avec fonctions administratives ou ceux dont la collaboration était considérée comme utile. Les prisonniers juifs, conformément aux lois raciales, avaient l'interdiction d'accès, bien que dans certains camps, des exceptions tolérées localement aient été documentées. Le paiement s'effectuait au moyen de coupons spéciaux distribués comme récompense. Ces coupons n'avaient aucune valeur en dehors du bordel, n'étaient pas transférables et avaient une validité temporaire limitée. Ils étaient remis comme prix pour atteindre des quotas de production, pour signaler des activités clandestines ou pour maintenir un comportement disciplinaire. La distribution créait une compétition entre les prisonniers et renforçait l'autorité administrative, car l'accès au bordel dépendait exclusivement de l'approbation du commandement. Les installations étaient conçues pour faciliter le contrôle. Les chambres étaient petites, fonctionnelles et manquaient d'intimité. Les portes n'avaient pas de serrures intérieures et il existait des mécanismes de surveillance indirects pour garantir le respect strict du temps assigné. Tout le système était supervisé par le personnel du camp qui vérifiait tant l'entrée que la sortie des prisonniers. Le contrôle sanitaire occupait une place centrale. Les femmes assignées étaient soumises à des examens médicaux hebdomadaires dans les infirmeries et les résultats étaient consignés dans des dossiers spécifiques. Les prisonniers étaient également inspectés, bien que de manière moins rigoureuse, pour réduire le risque de transmission de maladies pouvant affecter la productivité. La santé des femmes, cependant, n'était pas considérée en elle-même, mais uniquement en fonction de l'utilité du système. Le non-respect des règles était passible de sanctions claires. Les prisonniers qui tentaient d'accéder sans autorisation, falsifiaient des coupons ou dépassaient le temps autorisé étaient punis par la perte définitive du privilège, la réduction des rations ou des mesures disciplinaires plus sévères. Les femmes assignées, quant à elles, devaient obéir aux ordres sans exception. Toute résistance, refus de s'occuper d'un prisonnier autorisé ou tentative d'établir des liens personnels pouvait entraîner des punitions physiques, l'isolement ou la réaffectation à des travaux plus difficiles. La fonction politique des lagerbordels transcendait l'incitation individuelle. Le système générait des divisions visibles entre les prisonniers, renforçant les hiérarchies internes et assurant la collaboration de ceux qui cherchaient à maintenir leurs privilèges. En même temps, l'administration monopolisait la régulation de la sexualité à l'intérieur du camp. Les relations sexuelles non autorisées entre prisonniers étaient interdites et punies de sanctions sévères.
indépendamment de si elles étaient consensuelles ou forcées. Seule, à l'intérieur des bordels, l'activité sexuelle était permise sous stricte surveillance et avec des objectifs définis par l'administration. La documentation administrative confirme le caractère institutionnalisé de cette pratique. Des circulaires émises depuis les bureaux centraux des Schutzstaffel établissaient le nombre de femmes à recruter, les caractéristiques physiques des installations, les normes de fonctionnement et les procédures de paiement. Des rapports réguliers enregistraient la quantité de coupons distribués, le nombre de prisonniers accédants, l'état sanitaire des femmes et l'incidence des infractions. Ces rapports étaient intégrés dans la comptabilité générale de chaque camp et étaient envoyés aux instances supérieures. Les bordels de campagne et les réglementations associées montrent comment l'administration nazie a étendu son contrôle même sur la sexualité, la transformant en un instrument institutionnalisé de discipline et de hiérarchie au sein du système concentrationnaire. Le fil invisible, femmes qui sabotaient en silence. Les activités clandestines menées par des femmes dans les camps de concentration constituaient une forme organisée de résistance interne, qui fonctionnait par le biais de réseaux structurés et de procédures planifiées. Ces opérations se concentraient principalement sur le sabotage des processus productifs liés à l'effort militaire allemand et sur la contrebande de matériaux stratégiques, notamment de la poudre et des explosifs. L'ampleur atteinte par ces initiatives a contraint l'administration nazie à concevoir des contre-mesures qui ont considérablement augmenté les coûts opérationnels des camps. L'organisation était basée sur de petites cellules de 3 à 5 membres qui travaillaient dans le même secteur ou avaient accès à des installations communes. Chaque cellule maintenait un degré d'isolement fonctionnel par rapport aux autres, ce qui permettait de limiter les informations disponibles en cas de découverte. De cette manière, le démantèlement d'une unité ne compromettait pas nécessairement la continuité des autres. La sélection des participantes suivait des critères pratiques. Les femmes affectées dans les usines d'armement, les ateliers de munitions ou les installations chimiques étaient privilégiées en raison de leur accès direct aux matériaux critiques. Celles qui travaillaient dans des cuisines, des blanchisseries ou des services internes étaient également intégrées, leurs fonctions leur permettant de transporter des objets sans éveiller de soupçons. Les prisonnières désignées comme chefs ou responsables de blocs étaient particulièrement précieuses. Leur mobilité et leur capacité à circuler dans différentes zones du camp sans restriction facilitaient la coordination entre cellules dispersées et le transfert d'informations ou de matériaux. Grâce à cette position intermédiaire, elles pouvaient jouer un rôle de liaison au sein des réseaux clandestins sans attirer l'attention des gardes. Les méthodes d'obtention de matériaux étaient variées. Dans les usines de munitions, les prisonnières grattaient de petites quantités de poudre à canon sur des obus défectueux, recueillaient des résidus des processus de chargement ou détournaient de minuscules portions pendant l'assemblage. Bien que chaque quantité fût réduite, l'accumulation au fil du temps générait des réserves opérationnellement utiles. Dans les ateliers textiles, le sabotage prenait différentes formes. Des défauts délibérés étaient introduits dans la confection, des outils étaient endommagés de manière contrôlée, ou la production était ralentie par des procédures calculées, provoquant des retards ou des gaspillages significatifs. Dans les secteurs métallurgiques, les opportunités résidaient dans l'altération des processus de soudage, l'affaiblissement de pièces critiques ou le désajustement des machines, avec des effets qui pouvaient se manifester après l'inspection initiale. La contrebande nécessitait des techniques de dissimulation développées avec précision. La poudre pouvait être transportée dans des compartiments improvisés dans les vêtements de travail, des emballages alimentaires modifiés avec des doubles fonds ou des boîtes à outils avec des espaces cachés. Ces solutions s'appuyaient sur des compétences en couture et en menuiserie que beaucoup de prisonnières possédaient déjà avant leur déportation. Le transport s'effectuait pendant les déplacements routiniers vers les lieux de travail, profitant de la prévisibilité des marches quotidiennes pour organiser des points d'échange rapides et discrets. Le stockage des matériaux nécessitait des lieux sûrs et difficiles à inspecter. On utilisait des espaces vides dans les planchers en bois, des cavités dans les murs, des récipients enterrés dans les zones de travail ou des conteneurs scellés pour éviter la détection par les odeurs. Ces cachettes étaient fréquemment alternées, réduisant la probabilité de découverte lors de fouilles imprévues.
La communication entre les membres était basée sur des codes verbaux intégrés dans des conversations ordinaires, avec des phrases indiquant des étapes spécifiques des opérations. De plus, des signaux visuels étaient utilisés, marques sur des morceaux de tissu, disposition des ustensiles ou placement particulier des outils, qui transmettaient des messages sans besoin de contact direct. La redondance était une partie essentielle du système. La même information était transmise par différentes voies pour garantir son arrivée, même lorsqu'une route était interceptée. Cette duplication augmentait la sécurité, mais augmentait également les risques d'exposition. La division des tâches au sein des réseaux renforçait la compartimentation. Certaines se consacraient à la collecte, d'autres au transport et d'autres à la garde du matériel jusqu'à son utilisation. Aucune cellule ne possédait une connaissance complète du processus, ce qui compliquait le fait qu'une capture isolée compromette l'ensemble. L'impact de ces opérations s'est reflété dans les rapports internes des entreprises qui utilisaient de la main-d'œuvre provenant des camps. Des lots défectueux, des pannes de pièces de machinerie, des retards de livraison et des coûts supplémentaires pour l'entretien et le remplacement d'équipements ont été documentés. Au début, ces pertes étaient attribuées à des erreurs techniques ou à des défaillances de contrôle de qualité, mais la réitération des incidents a conduit à des soupçons de sabotage délibéré. La réponse administrative s'est traduite par des mesures de contrôle de plus en plus strictes. La fréquence des audits dans les ateliers a été augmentée avec une supervision spécialisée à chaque étape de la production. À la fin de chaque quart, des fouilles corporelles minutieuses étaient appliquées aux prisonnières à la recherche de matériaux cachés. Des inventaires détaillés des outils ont été établis au début et à la fin de chaque journée et toute absence devait être justifiée. Ces pratiques allongeaient la durée des quarts de travail et réduisaient l'efficacité globale des opérations. Les entreprises qui avaient des contrats avec les Schutzstaffel ont exigé des clauses de sécurité plus rigoureuses. Des systèmes de surveillance supplémentaires ont été installés. L'accès aux zones critiques a été restreint et des contrôles de qualité pièce par pièce ont été mis en œuvre. Ces exigences ralentissaient la production et obligeaient à augmenter les marges de gaspillage dans la planification industrielle. La nécessité de maintenir des réserves de matériel supplémentaires pour compenser d'éventuelles défaillances se traduisait par une augmentation des coûts de stockage et de gestion. Les représailles constituaient un élément central de la stratégie répressive. Lorsqu'on découvrait de la contrebande ou du sabotage, les sanctions se limitaient rarement aux prisonnières directement impliquées. Souvent, des punitions collectives étaient appliquées, affectant des groupes entiers, cherchant à encourager la délation interne et à décourager la continuité de ces pratiques. Ces mesures ajoutaient une pression constante sur la population féminine, mais ne parvenaient pas à éradiquer complètement les activités clandestines. L'augmentation de la surveillance et la rotation fréquente des prisonnières entre différents commandos de travail ont obligé les réseaux à s'adapter continuellement. La taille des cellules a été réduite, les opérations étaient espacées et les méthodes de dissimulation ont été perfectionnées. Malgré ces difficultés, le sabotage et la contrebande féminin ont maintenu une incidence reconnue dans les archives industrielles de l'époque, où ils étaient signalés comme un risque persistant qui devait être pris en compte dans la planification de la production de guerre. L'exode de la mort marche au crépuscule de l'Empire. Au cours des premiers mois de 1945, l'avance simultanée de l'armée rouge depuis l'Est et des forces alliées depuis l'Ouest a contraint l'administration nazie à organiser des évacuations massives de prisonniers. Ces opérations ont directement affecté les sections féminines et ont été coordonnées par des ordres administratifs émis par l'Inspection générale des camps de concentration et l'Office central de sécurité du Reich. La consigne principale était qu'aucun prisonnier ne devait être libéré sous contrôle ennemi, ce qui a fait des évacuations une priorité stratégique dans le cadre de l'effondrement militaire du Reich. La politique appliquée établissait deux lignes directrices fondamentales. Tout d'abord, transférer les prisonnières qui étaient encore considérées aptes au travail vers des installations restant opérationnelles sur le territoire allemand. Deuxièmement, abandonner ou éliminer celles qui ne pouvaient pas supporter des transferts prolongés. La combinaison de ces ordres a donné naissance aux soi-disant marches de la mort, dans lesquelles des colonnes entières de femmes étaient déplacées sous garde armée dans des conditions extrêmes. Depuis Auschwitz-Birkenau, des milliers de détenus
ont été conduites vers l'ouest à travers la Pologne en direction de Wodzisław, point de réorganisation pour les transports ferroviaires vers Ravensbrück, Bergen-Belsen ou Mauthausen. Dans les sous-camps de Gross-Rosen, les colonnes féminines ont entrepris des routes vers la Saxe et la Bavière, parcourant des distances qui, dans certains cas, ont dépassé plusieurs centaines de kilomètres. Au nord, Ravensbrück a servi de centre de réception temporaire pour les contingents évacués de Pologne et des Sudètes, bien que l'afflux ait immédiatement dépassé sa capacité. Les moyens utilisés pour les évacuations combinaient transport ferroviaire et marche forcée. Le train est resté la ressource principale pour les longs trajets, mais les bombardements aériens et la détérioration des lignes ferroviaires ont limité sa disponibilité. Dans de nombreux cas, les transferts ont dû être effectués exclusivement à pied. Ces marches étaient organisées en colonnes de milliers de femmes, surveillées par des gardes de la Schutzstaffel et du personnel auxiliaire, parcourant entre 20 et 40 km par jour dans des conditions hivernales, avec un minimum de provisions et sans préparation préalable. L'urgence avec laquelle les ordres d'évacuation étaient émis a engendré de l'improvisation dans la logistique. Lorsqu'un camp était menacé par la proximité du front, les prisonnières étaient rassemblées de manière précipitée et obligées à marcher sans équipement suffisant. La superposition de contingents provenant de différents camps saturait les routes et les points de passage, ce qui provoquait des arrêts prolongés et augmentait la mortalité. La priorité de transfert reposait sur les jeunes femmes et en apparente bonnes conditions physiques, considérées encore utilisables dans la production de guerre. En revanche, les malades, âgés ou affaiblis, étaient exclus. Certaines furent exécutées avant les évacuations pour empêcher qu'elles puissent témoigner devant les armées alliées. D'autres furent abandonnées dans les camps, sans ressources pour survivre en attendant la libération. La mortalité pendant les marches était extrêmement élevée. Les prisonnières incapables de maintenir le rythme imposé étaient exécutées en chemin, tandis que le froid, la faim et l'épuisement accumulés provoquaient des décès massifs par hypothermie et maladie. Sur certains tronçons, la proportion de décès a dépassé un quart des évacués. Le maintien de ces opérations impliquait des coûts élevés à un moment où les ressources du Reich étaient pratiquement épuisées. Du personnel armé, des véhicules de soutien et un minimum de fournitures alimentaires étaient nécessaires, en plus de la coordination entre différentes unités de l'administration. La désorganisation croissante réduisait l'efficacité de cet effort, générant des transferts chaotiques et une perte de contrôle sur les colonnes. Les camps récepteurs furent immédiatement dépassés. Ravensbrück, conçu pour des dizaines de milliers de prisonnières, reçut des quantités qui doublaient ce chiffre en quelques semaines. Les baraquements en vinrent à abriter plusieurs milliers dans des espaces prévus pour des centaines. Les installations sanitaires se sont effondrées et les épidémies se sont propagées rapidement. Bergen-Belsen a connu une détérioration encore plus grande. La concentration d'évacués de différentes régions a dépassé toute capacité de gestion, ce qui a précipité une crise alimentaire et sanitaire dévastatrice dans les mois précédant sa libération. La dispersion des contingents vers des sous-camps mineurs et des usines liées à l'effort de guerre a achevé la fragmentation du système. Ces lieux manquaient d'infrastructures minimales et ont aggravé les conditions de vie des prisonnières transférées. La saturation généralisée a rendu impossible le maintien des systèmes de registre, des hiérarchies de contrôle et de la discipline administrative qui avaient caractérisé le fonctionnement des Frauenlager les années précédentes. Au cours des premiers mois de 1945, le système féminin de camps de concentration était en train de se dissoudre de manière irréversible. Les évacuations, loin d'être une réorganisation planifiée, représentait l'effondrement des structures administratives sous la pression de l'avancée militaire alliée et de l'épuisement des ressources du Reich. La perte de contrôle sur les prisonnières reflétait la désintégration d'un système qui jusque-là avait fonctionné avec une précision bureaucratique.